Après avoir porté mes parents à bout de bras pendant 10 ans, mon père a tout remis à ma sœur qui n'était rentrée qu'il y a une semaine. J'ai déposé la procuration et les clés de la maison. Félicitations, Lina. Maman a hoché la tête en ajoutant, elle le mérite. Mais quand ma sœur a ouvert ma lettre, elle a explosé. Tu plaisantes? Mon père ne s'est même pas raclé la gorge avant de le faire. Il a simplement poussé un dossier lustré à travers la table, et il a prononcé le nom de ma sœur comme si c'était une promesse. Léna était rentrée à la maison depuis 7 jours. Moi, j'avais porté mes parents à bout de bras pendant 10 ans. Le hochement de tête de ma mère était la chose la plus bruyante dans la pièce. Je n'ai pas discuté. Je n'ai même pas scié. J'ai posé la procuration à côté des clés de la maison, le tintement du métal étant assez aigu pour trancher le silence. Tout le monde pensait que je capitulais. Mais quand Léna a ouvert la lettre que je lui avais laissée, elle ne l'a pas lue 2 fois. Elle ne le pouvait pas. J'ai grandi dans des couloirs qui sentaient l'antiseptique et la lavande, sous des lumières qui bourdonnaient doucement au-dessus de nos têtes. Mon père marchait devant moi, avec de longues enjambées pleines d'assurance, saluant chaque résident par son nom. Je traînais derrière lui, poussant un fauteuil roulant trop grand pour moi, me hissant sur la pointe des pieds juste pour le maintenir droit. Le métal cliquetait, et il jetait un coup d'œil en arrière avec un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait son but. « Attention, Kara, disait-il. » Puis, il se retournait vers la personne qu'il voulait impressionner. Léna, elle, ne traînait derrière personne. Elle flottait, dans des robes qui ondulaient, avec des boucles qui captaient la lumière, et un rire qui attirait les regards vers elle comme par gravité. Ma mère la faisait poser dans l'encadrement des portes et à côté des décorations de fête, publiant des photos avec des légendes sur notre « avenir radieux ». J'apparaissais parfois à l'arrière-plan de ces clichés, à moitié coupés, tenant un presse-papier, ou essuyant une tache que personne d'autre que moi n'avait remarquée. Même enfant, cette division semblait répétée. Léna avait droit aux chaussures de danse, au camp d'été, au voyage le week-end pour « libérer son potentiel ». Moi, j'ai eu la responsabilité. Kara est indépendante. C'est ce que mes parents disaient à tout le monde, comme si l'indépendance était une chose avec laquelle j'étais né, plutôt qu'une forme qu'on m'avait imposée. Quand Léna se plaignait de ses devoirs, ils engageaient un tuteur. Quand je ramenais des bulletins parfaits, mon père hochait la tête sans lever les yeux de son ordinateur portable. C'est ce qu'on attend de toi. Il y a un anniversaire dont je me souviens clairement. Le gâteau de Léna avait des cierges magiques, des ballons dorés, et une douzaine de parents pressés autour d'elle. Le mien, 2 mois plus tard, était un gâteau industriel du supermarché, laissé sur le comptoir de la cuisine, à moitié glacé et déjà penché. Ma mère m'a embrassé sur la joue, et m'a rappelé de prendre mon uniforme de travail avant de partir pour l'établissement pour un quart de soir. J'avais 16 ans. Le quart de travail n'était pas obligatoire. L'hypothèque, elle, l'était. Je n'en voulais pas à Léna à l'époque. Ce n'était pas elle qui fixait les règles. Elle ne faisait que s'épanouir grâce à elle. Mais j'ai appris très tôt que désirer quoi que ce soit me rendait incommode. Alors, j'ai arrêté de désirer. Je remplissais les tiroirs à médicaments, je pliais les serviettes, j'aidais les résidents à écrire leurs cartes de vœux. Je suis devenu la fille qui résolvait les problèmes en silence, celle dont l'utilité effaçait le besoin de louange. Au moment où j'ai atteint l'âge adulte, le schéma s'était durci. Léna est partie pour la ville afin de bâtir une carrière dans les médias créatifs, un rêve dont mes parents parlaient avec révérence. Quand elle appelait à la maison, c'était généralement pour demander de l'argent. Ils l'envoyaient toujours. Pendant ce temps, mon père est tombé malade, puis ma mère. L'entreprise a vacillé. Le personnel est parti. Les réglementations se sont durcies. Et la personne vers qui ils se sont tournés n'était pas la fille dans laquelle ils avaient investi. C'était moi. J'ai signé la procuration sur une chaise d'hôpital en vinyle, à 2 heures du matin, ma mère hochant la tête comme si c'était inévitable. « Tu es doué pour les choses sérieuses », a-t-elle chuchoté. Ce n'était pas un compliment. C'était la confirmation d'un rôle que je n'avais jamais demandé. Certains soirs, après de longs quarts de travail, je surprenais mon reflet dans les portes vitrées de l'établissement, la posture droite, les cheveux attachés, la tablette à la main. Je ne ressemblais pas à quelqu'un dans la vingtaine. Je ressemblais à quelqu'un qui avait déjà vécu toute une vie. Je me souviens avoir pensé, même alors, que c'était ma place, non pas choisie, mais assignée. C'est ce jour-là que j'ai compris ce que ma famille croyait.
Léna était le visage. J'étais l'échafaudage. Le changement est arrivé doucement. Comme les tempêtes qui rampent avant que quiconque ne remarque que le ciel a changé. Au début, c'était de petites choses. Une chaîne de mails que je gérais habituellement, concernant les inspections de l'État, est arrivée sans mon nom. Puis un autre sur un audit de personnel. Puis une réunion programmée au bureau sur la planification de la succession, une réunion dont je n'ai entendu parler que parce qu'une infirmière a demandé pourquoi je ne présentais pas le rapport opérationnel. Je me souviens d'être resté debout dans la réserve, l'air froid provenant de l'unité de réfrigération qui contenait une boîte de pansements. Mon téléphone a vibré, une photo de ma mère. Léna debout devant l'enseigne de l'établissement, souriante, ses cheveux soulevés par le vent. La légende, futur leadership. Je l'ai fixé assez longtemps pour que l'écran s'assombrisse. Un autre message a suivi, un visuel d'invitation, une célébration de l'héritage familial, lettre dorée, une date, un lieu, aucune mention de mon rôle, aucune consultation, juste une carte déposée dans ma boîte aux lettres comme une formalité. Ce soir-là, je suis entré dans la cuisine de mes parents. L'air sentait les poivrons rôtis. Mon père se tenait près du comptoir, parlant doucement à Léna d'idées de vision pour la prochaine décennie. Ma mère était appuyée contre l'îlot central, hochant la tête. J'ai attendu qu'ils me remarquent. Ils ne l'ont pas fait. Quand mon père a finalement remarqué ma présence, il m'a offert un sourire distrait. Cara, ne t'inquiète pas de l'administratif pour le moment. Tu as fait assez de gros travail. Il est temps pour Léna de prendre de plus grandes responsabilités. Le mot « plus grande » a résonné. Léna se tenait les bras croisés, un sourire poli aux lèvres, comme si elle se préparait pour une entrée en scène plutôt que pour un emploi. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais rien n'est sorti. Mes doigts se sont resserrés autour du bord de ma tablette. Ma mère s'est penchée, a touché légèrement mon poignet. « Tu es doué pour les choses en coulisses », a-t-elle dit. « Laisse-la briller. » En coulisses. La phrase est tombée plus lourdement que tout le reste. Plus tard cette nuit-là, j'ai trouvé un autre dossier sur la table de la salle à manger. Des projections financières rédigées de l'écriture de Léna. Des chiffres inexacts, des propositions impossibles. Pourtant, mes parents avaient apposé leurs initiales dans le coin. Ils avaient déjà décidé. Je me suis assise, les pieds de la chaise raclant doucement le sol. Mon souffle s'est stabilisé, mince mais contrôlé. J'ai regardé les papiers à nouveau et j'ai senti quelque chose en moi se poser, pas se briser. J'ai juste souri. Je n'ai pas réagi cette nuit-là. Je n'ai pas discuté, ni corrigé les chiffres, ni rappelé qui avait maintenu le système en vie pendant une décennie. J'ai simplement refermé le dossier, je l'ai remis exactement là où je l'avais trouvé, et je suis monté à l'étage. Chaque pas semblait stable, presque léger, comme si je laissais la gravité derrière moi. Dans ma chambre, je me suis assise au bord du lit. Les murs étaient du même bleu pâle de mon enfance, fanés, familiers, indifférents. J'ai gardé ma tablette à côté de moi et laissé l'écran tamisé briller sur mes mains. La maison était calme, à l'exception du rire de Léna qui montait par l'escalier, aérien et clair, comme si elle était déjà entrée dans son nouveau rôle. J'ai ouvert un document vierge. Pas d'entête, pas d'émotion, juste de l'espace. Puis j'ai commencé. La première entrée était une chronologie. 10 ans condensés en puces, urgence médicale, gel réglementaire, pénurie de personnel, l'année où nous avons failli perdre le soutien de Medicaid. Chaque crise où je suis intervenu parce que personne d'autre ne savait comment faire. La deuxième entrée concernait la structure, licence, normes de conformité, contrats fournisseurs, partenariats hospitaliers. J'ai listé les noms de chaque personne qui comptait sur le système et non sur la propriété pour fonctionner, les inspecteurs qui faisaient confiance à mes rapports, les médecins qui approuvaient nos protocoles de soins, les travailleurs sociaux qui m'appelaient moi, et non mes parents, quand les familles paniquaient. Je n'avais pas besoin de monter un dossier. Le dossier existait déjà. Tout ce que j'avais à faire, c'était de l'assembler. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, j'ai traversé Savannah en voiture, les rues calmes et baignées d'un gris pâle. Je me suis garé devant le bureau du docteur Aïe. Il était déjà réveillé, lumières allumées, la bouilloire fumant à la fenêtre. Quand il a ouvert la porte, il n'a pas demandé pourquoi j'étais là. Il s'est simplement écarté. Son bureau sentait le cèdre et les vieux livres, un endroit où la vérité arrivait sans théâtre. J'ai posé mes notes sur la table. Il a lu en silence, ses lunettes glissant sur son nez,
tournant chaque page lentement, comme s'il mesurait le poids plutôt que les mots. Quand il a fini, il s'est rejeté en arrière. Ils avancent sans toi. J'ai hoché la tête. Et tu as fini de demander à être vu. Un autre hochement de tête. Il a tapoté le bord de ma chronologie. Tu n'as pas besoin de vengeance. Tu as besoin de structure. Cet après-midi-là, il a appelé Madame Rowan. Elle est arrivée avec un porte-documents en cuir sous le bras, et ce genre de calme qui vient de décennies passées à naviguer dans des systèmes que les gens sous-estiment. Elle a passé en revue tout ce que j'avais apporté, contrat, email, registre de conformité, mes papiers de procuration. Elle a scanné chaque page avec une précision rapide, ses lèvres ne se serrant que lorsque les chiffres rédigés par Lena sont apparus. Il prévoit un transfert, a-t-elle dit. Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils transfèrent. Expliquez-le, lui ai-je dit. Elle a pointé les licences en premier. C'est la véritable colonne vertébrale. Sans cela, les installations ne sont que des bâtiments, rien de plus. Puis elle a tapoté les protocoles de conformité que j'avais rédigés. C'est de la propriété intellectuelle. Vous l'avez créé. Enfin, elle a tenu le résumé de nos partenariats. C'est du capital institutionnel. Il suit le système, pas le nom. Je suis resté très immobile. Vous pouvez protéger votre travail, a-t-elle continué. Pas avec de l'émotion, avec des limites. Nous avons passé la semaine suivante à construire un cadre juridique, une fondation à but non lucratif conçue pour détenir tout ce qui était intangible, la marque, les protocoles, le système de données, les partenariats. Non pour posséder, mais pour sauvegarder. Une structure qui ne servait pas une image familiale, mais les personnes dont nous prenions soin. Fondation Arbor Bridge. J'ai choisi le nom doucement. Un pont construit pour ceux qui avaient besoin de stabilité. Sous mon autorité de mandataire, toujours pleinement valide et jamais révoquée, j'ai exécuté chaque transfert avec la précision de quelqu'un qui copie des doses de médicaments. Chaque document signé, notarié, classé. Mes parents, croyant qu'il s'agissait d'un nettoyage administratif de routine pour leur santé et la stabilité de l'entreprise, ont signé pour des rôles consultatifs honorifiques sans lire les petits caractères. Pas de propriété, pas de contrôle, juste une reconnaissance pour leur nom. Quand le travail a été terminé, je suis retourné aux opérations comme si rien n'avait changé. Je circulais dans les couloirs, vérifiais les registres, ajustais les plannings. Le personnel me saluait avec le respect silencieux de ceux qui se souvenaient de qui les avait maintenus à flot. Lena dérivait dans les pièces avec un carnet et un doux sourire, proposant des idées de palettes de couleurs pour le site web. Mes parents rayonnaient chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. La veille de la célébration de l'héritage, je me suis assise seule dans le petit bureau niché derrière le poste des infirmières. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête. Ma tablette était ouverte sur un dernier document, une lettre adressée à Lena. Ce n'était ni colérique ni tranchant. Ce n'était pas une accusation. C'était de la clarté. J'ai écrit sur ce qu'elle héritait, une coquille sans le système, une responsabilité sans préparation, un titre sans l'ossature en dessous. J'ai expliqué la fondation, non pour lui faire honte, mais pour la préparer à la vérité que mes parents refusaient de voir. J'ai terminé par une phrase qui donnait l'impression de sortir de l'ombre, ce que tu porteras ensuite dépend de ce que tu choisis de tenir. J'ai imprimé la lettre, l'ai pliée soigneusement, et je l'ai glissée dans une enveloppe rouge, une couleur qui attirait l'attention sans faire de bruit. Le jour de la célébration, j'ai placé l'enveloppe dans mon sac, à côté des clés et du document de procuration. 3 objets, 3 vérités. Cette fois, je ne réparerai pas ce qu'ils avaient brisé. Cette fois, je laisserai le système parler de lui-même. La célébration semblait chaleureuse depuis l'encadrement de la porte, lumière douce, verre en cristal, serviettes en lin pliées comme de petits vœux soigneux. Mes parents se tenaient près du bout de la table, rayonnant d'une manière qu'ils n'avaient pas eue depuis des années. Lena était assise entre eux, la posture parfaite, les doigts effleurant le pied de son verre comme si elle s'était exercée pour ce moment. Quand mon père a tapoté sa cuillère contre une assiette, la pièce s'est tue. Sa voix portait facilement à travers la table. Merci à tous d'être ici ce soir. Nous honorons l'avenir du travail de notre famille. Il s'est tourné vers Lena avec une inclinaison fière du menton. Elle est prête à diriger. Ma mère a hoché la tête, les lèvres courbées en ce sourire doux qu'elle réservait au moment qu'elle croyait historique. Elle le mérite, a-t-elle ajouté. Les mots n'ont pas fait mal. Ils ont simplement confirmé tout ce que je comprenais déjà.
J'ai attendu que les applaudissements s'estompent. Puis je me suis levé, pas brusquement, pas avec force, juste assez pour que les chaises arrêtent de bouger et que les conversations se taisent. J'ai placé 3 objets sur la table devant moi. Les clés, le document de procuration, et l'enveloppe rouge. Les clés ont fait le plus petit bruit, un claquement métallique sec qui a tranché la chaleur de la pièce. Mon père a froncé les sourcils. Kara, ce n'est pas nécessaire. Je les ai fait glisser doucement vers Lena. C'est tout à toi. Certains invités ont souri, prenant cela pour de la grâce. D'autres ont échangé des regards, sentant le mauvais type de calme dans l'air. Lena a tendu la main vers l'enveloppe en premier. Ses doigts ont tracé son bord avant de se glisser à l'intérieur pour déplier la lettre. Ses yeux ont parcouru les premières lignes, puis se sont aiguisés. Elle est passée à la page suivante, puis à la suivante. Son souffle s'est coupé. « C'est quoi ça » a-t-elle chuchoté. Personne n'a répondu. Elle a lu plus loin, ses mains se resserrant autour du papier, ses jointures blanchissant. Non, c'est... Ça ne peut pas être vrai. Sa voix s'est élevée, mince et incrédule. Tu plaisantes. Sa chaise a crissé en arrière lorsqu'elle s'est levée. La pièce a sursauté avec elle. Mon père a arraché les papiers de sa main. Son visage s'est vidé lorsqu'il a atteint la section décrivant les transferts, marques, protocoles, droits opérationnels, accords de licence, tout sous la fondation Arbor Bridge. Ses doigts tremblaient. Kara, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas répondu. Ma mère a saisi une page, la scannant par rafales rapides et frénétiques. Ça dit. Ça dit que nous ne possédons rien de tout ça. Ça dit que les installations sont des bâtiments, ai-je dit doucement. Juste des bâtiments. Un silence de mort est tombé. Même le cliquetis de l'argenterie s'est arrêté. Dans le coin le plus éloigné, Maître Hay, l'avocat de Arbor Bridge, s'est levé de sa chaise. Il s'était fondu dans la pièce jusqu'au moment où l'on a eu besoin de lui. Sa voix était calme, voire polie. Tout ce qui est dans ce dossier est exact. Les transferts ont été exécutés il y a 3 ans, pendant la période où Mademoiselle Kara Hart détenait l'autorité légale totale pour agir au nom de ses parents. La voix de mon père s'est brisée, sans notre consentement. Avec vos signatures, a répondu et doucement. Vous avez tous deux approuvé les documents à l'époque. Nous avons des vérifications médicales et une surveillance tierce confirmant la nécessité. Lena l'a regardé, puis m'a regardé, les yeux écarquillés, le souffle irrégulier. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent de me donner? Et a croisé les mains. 2 propriétés vieillissantes et la dette qui y est liée. Tout le reste nécessiterait une certification de Arbor Bridge. La certification dépend du respect des normes de soins conçues par Mademoiselle Hart. Ma mère a secoué la tête. Elle peut les respecter. Elle peut apprendre. Et a soulevé une seule page. Si les ratios de personnel chutent, si les protocoles de sécurité deviennent caducs, si un processus central dévie de plus d'un petit pourcentage, Arbor peut révoquer la licence sous 60 jours. Sans licence, les bâtiments ne peuvent pas fonctionner. La voix de mon père a sombré dans un murmure. Alors, nous n'avons rien. Je ne l'ai pas corrigé. Ils avaient exactement ce qu'ils valorisaient, l'apparence sans la structure. Lena s'est effondrée sur son siège, la lettre molle dans ses mains, la posture confiante qu'elle avait portée toute la soirée dissoute, les épaules repliées vers l'intérieur. Je pensais que je reprenais quelque chose de réel. J'ai finalement parlé. C'était le cas. Le système, la responsabilité, le travail. Tu ne l'as juste jamais vu. Et a refermé le dossier. Cet arrangement protège les personnes âgées, protège le personnel. Ce n'est pas punitif. C'est structurel. Mes parents m'ont fixé comme s'ils me voyaient pour la première fois, non pas comme la fille qui les portait, mais comme la personne qui ne le ferait plus. Je n'ai pas offert de réconfort. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement reculé de la table, le silence de la pièce me suivant jusqu'à la porte. Le système parlerait à partir d'ici. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas par culpabilité, il n'y avait aucune raison de se sentir coupable, mais parce que la maison semblait étrangement calme sans le poids de l'attente pressant contre les murs. Mon téléphone est resté éteint sur la table de chevet. Pas d'alerte du personnel. Pas d'appel tardif concernant des erreurs de médication. Pas de rappel sur les inspections. Le silence semblait inconnu, comme entrer dans une pièce dont j'ignorais l'existence.
Le lendemain matin, les conséquences avaient déjà commencé à se dérouler. Je les ai vus de loin, non pas parce que je les évitais, mais parce que je n'appartenais plus à leur orbite. Les emails de la banque, les démissions du personnel, les avis de conformité. Rien de tout cela ne m'est parvenu. Tout est allé exactement là où la responsabilité avait été placée. Pourtant, j'ai conduit jusqu'au nouveau centre Arbor Bridge avant le lever du soleil. Les fenêtres brillaient d'un ambre doux, reflétant la première lumière sur la rivière. À l'intérieur, des bénévoles mettaient en place les activités du matin, leur voix basse et stable. Quelqu'un accordait un piano dans la salle de récréation. Les notes dérivaient dans le couloir comme un rappel silencieux que la vie continuait, même quand les familles, elles, ne continuaient pas. Je suis entré dans mon bureau. La pièce était petite, presque ordinaire, mais la lumière du matin adoucissait tout, les bords du bureau, les couleurs sourdes sur le mur, la pile de dossiers que j'avais laissés la veille. J'ai posé mes clés et j'ai expiré lentement, le souffle tombant dans l'espace comme un poids final que l'on relâche. Plus tard cette semaine-là, j'ai vu mes parents dans une salle d'attente de Medicaid. Ils étaient assis ensemble, les mains jointes, regardant droit devant eux. Ils ne m'ont pas vu passer. Je ne me suis pas arrêté, pas par colère, mais parce qu'il n'y avait plus rien à réparer. Un mois plus tard, lors d'une visite sur site, j'ai remarqué Léna dans l'un des établissements alliés, poussant le fauteuil roulant d'un résident. Ses mouvements étaient petits et prudents. Elle avait l'air différente sans les projecteurs. Elle ne m'a pas remarqué. Je l'ai laissé vivre ce moment. Certaines histoires se terminent par une victoire. La mienne s'est terminée par de l'espace. Propre, calme, mérité. Pour la première fois, je ne portais rien qui ne m'appartenait pas. Au final, rien de dramatique n'a suivi. Pas de cris, pas de porte claquée, pas de règlement de compte final, juste une ligne claire tracée dans le calme. Les familles se fracturent bruyamment, mais les limites se déposent comme de la poussière. Douce, inévitable, impossible à balayer une fois que vous arrêtez enfin de prétendre que c'est vous qui tenez tout à bout de bras. La liberté n'est pas venue de la victoire. Elle est venue du fait de s'écarter, sans regarder en arrière. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez dire, c'est rien du tout. Et parfois, le silence qui suit est la seule vérité qui ait jamais compté. Si cette histoire est restée avec vous, restez proche. D'autres arrivent.